conférence sur la construction de la relation d'amitié avec ces lapins. Ça va être quelque chose de vraiment très intéressant et puis qui nous est proposé par notre amie Becca Terry. C'est une amie française qui habite à Paris, qui est une grande passionnée du comportement des lapins, des soins aux lapins. Et puis, pas très, je veux dire, last but not least, elle a adopté à la Colline aux Lapins des béliers. Et puis, elle va nous raconter ce soir plusieurs choses et elle va vraiment nous montrer comment construire une relation d'amitié avec ces lapins. Alors, je vous répète un petit peu les consignes. Je vois que vous êtes des habitués, donc c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui participent, mais voilà, je vous rappelle quand même les consignes. Donc, vous pouvez désactiver vos micros, même l'écran si vous le souhaitez. Et la conférence va durer en tout cas une bonne heure et demie. Et puis, moi, je vous propose de noter vos questions dans les chats. Et puis, on les posera. Donc, Becca prendra le temps d'y répondre à la fin de la conférence. Donc, soyez patients, notez vos questions, vos remarques. Et puis, vous aurez la réponse, par contre, à la fin de la conférence qui sera en tout cas partagée en deux. Donc, peut-être que vous aurez déjà les réponses en cours de route. Alors, sur ça, je laisse la parole à Becca et je vous souhaite une excellente conférence. Merci Elena. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour échanger sur la relation que nous construisons avec nos lapins. Comme Elena vous l'a dit, je suis une adoptante de l'association Mes 4 lapins viennent du refuge didactique. Et je vis également avec 4 petits perroquets. Et je m'intéresse au comportement des lapins et à notre relation avec eux depuis une quinzaine d'années. Alors, en voyant le titre de la conférence, je vais essayer de passer à la diapositive suivante. Je suis allée trop loin, excusez-moi. Voilà. En voyant le titre de la conférence, vous avez peut-être trouvé que l'emploi du terme d'amitié avec ces lapins, c'est un peu étrange. Mais qu'est-ce que l'amitié? Si on commence à regarder tout simplement dans le dictionnaire, on voit que c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, c'est de l'attachement, de la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Parler du sentiment d'affection ou de sympathie que nous éprouvons pour nos animaux de compagnie, je pense que ça ne choque a priori personne. En retour, l'attachement que nos animaux de compagnie, en particulier nos lapins, nous témoignent, ça peut paraître moins évident selon l'expérience de chacun. Et l'amitié, ça reste tout de même un terme courant pour désigner notre relation avec nos animaux de compagnie. On parle souvent du chien en disant que c'est le meilleur ami de l'homme. Et le dictionnaire Le Robert parle également d'un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie et souligne ainsi un aspect qui est important dans l'amitié, c'est la notion de réciprocité. Alors, évidemment, on emploie plutôt le terme d'amitié entre deux personnes, mais son utilisation pour exprimer en fait notre relation avec nos animaux de compagnie, avec nos lapins de compagnie, je trouve que ça présente plusieurs avantages, parce que tout d'abord, l'amitié, ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas, ça ne s'achète pas, ce n'est pas livré en package avec nos lapins quand on les adopte. Ça se construit au fil du temps et ça suppose que les deux amis aient la volonté de construire une telle relation en faisant mieux connaissance et surtout en se respectant. Le respect de l'autre tel qu'il est, le respect de ce qu'il veut, l'affection qu'on lui porte pour ce qu'il est, sans volonté de modifier en fait qui il est, c'est probablement des clés de l'amitié, même entre humains. Et de ce point de vue, aborder notre relation avec nos lapins comme une amitié qui doit être construite progressivement, ça me paraît être un point positif. Et alors, si je fais un petit détour par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, il y a un autre aspect de l'amitié qu'il souligne, c'est la notion, dans l'amitié, la notion d'égalité. Parce que l'amitié vertueuse, véritable, c'est une amitié qui n'est pas motivée par la recherche de plaisir ou par l'intérêt.
Alors, bien entendu, utiliser Aristote là-dedans, c'est un gros détournement parce que et Aristote, qui s'est beaucoup intéressé aux animaux, partait du principe qu'on ne pouvait pas avoir d'amitié avec un animal, pas plus qu'avec un esclave d'ailleurs. Mais cela mérite d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de relation d'amitié dans la domination de l'autre. Et ça rappelle également que bah, voilà, dans notre relation avec notre animal de compagnie, euh, même s'il n'y a pas de véritable égalité, évidemment, puisque on n'a pas d'égalité de droit. On a d'un côté un être sensible qui est soumis au régime des biens, et de l'autre un propriétaire qui est responsable de son animal de compagnie. Et en plus, c'est un animal qui est captif, notre animal de compagnie, et donc ça induit de très fortes inégalités forcément, et une dépendance vis-à-vis du propriétaire de l'animal. Mais l'intérêt de parler d'amitié, ça permet aussi de rappeler que dans la relation avec nos lapins, il peut être important de sortir du registre de la hiérarchie, de la supériorité, de la domination. Alors, je vous ai mis tout de suite ce qui est souvent un des principaux problèmes, même inconscients, de la construction d'une relation d'amitié avec nos lapins. C'est en fait un héritage culturel. Je vous ai mis une représentation de la fin du 19e siècle, de l'arbre de la vie, où on représentait l'homme tout en haut, je vous l'encadre en rouge, et là vous voyez, il y a les rongeurs et les animaux de proie qui sont bien plus bas dans l'arbre, etc. Et l'homme y était représenté comme l'aboutissement de l'évolution, la plus parfaite expression d'un long processus évolutif, alors que les animaux sont cantonnés à divers degrés d'évolution, positionnés à diverses hauteurs de l'arbre. On sait tous, aujourd'hui au XXIe siècle, que cette représentation est complètement fausse d'un point de vue scientifique, mais elle revient pourtant régulièrement dans l'idée d'une certaine supériorité ou domination de l'humain sur les autres animaux, et notamment sur nos animaux de compagnie. Et comme on l'a vu, la domination et l'amitié, ça ne fait pas bon ménage. Je vous ai également remis une petite pyramide alimentaire classique, où d'ailleurs vous allez voir un petit lapin là et l'humain là-haut, qui est d'ailleurs aussi humoristique, puisque si vous regardez bien, vous voyez que l'humain qui trône tout en haut de la pyramide, il a un rouleau de papier toilette à côté de lui. Parce que si on a bien aimé représenter l'humain comme le super prédateur du vivant capable de tout manger, en fait, c'est une représentation complètement dépassée, puisque l'humain, comme tous les autres organismes qui sont représentés sur la pyramide, il reste tributaire de ceux qui décomposent et recyclent ces déchets et s'en nourrissent. Et ceux qui sont tout en bas, en fait, de la pyramide. Donc, en fait, il s'agit d'un cycle et pas du tout d'une pyramide. Mais en fait, c'est encore une représentation qu'on a souvent à l'esprit. Alors, comment, en fait, on se représente le vivant aujourd'hui ? Par un arbre phylogénétique sans hiérarchie, qui est élaboré sur la base des informations génétiques et de l'évolution de ces informations au cours du temps. On remarque au passage que l'ensemble des eucaryotes, les plantes, les champignons, les animaux, tout ça compris, ça représente qu'une toute petite partie, c'est la partie en rose. Et je vous ai mis aussi une représentation du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui représente en fait l'arbre de la vie, toujours sans hiérarchie, de manière sphérique, avec comment dire, des espèces emblématiques qui sont dans chaque bulle. Donc tout ça pour rappeler que, encore une fois, dans la construction de l'amitié, c'est important de sortir de la hiérarchie, mais c'est aussi, d'une certaine manière, plus juste par rapport à nos connaissances actuelles. Je vous ai fait un petit zoom aussi pour un peu s'amuser sur le lien que nous avons entre les lapins qui se retrouvent ici et les humains qui se retrouvent par ici, parce que voilà, on retrouve ces deux espèces qui nous intéressent ce soir finalement, les hominidés, c'est-à-dire les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés, les bonobos et les humains, qui appartiennent au même clade, c'est-à-dire à la même branche du vivant que les léporidés. C'est les lapins et les lièvres. Ça veut dire quoi? Ça signifie, alors à un moment où on voit les dates sont proches, il y a une diversification très importante du vivant, mais qu'on est plus proche sur le plan génétique des lapins que des chiens ou des chats, des carnivores, qui se trouvent par ici. Et il y a 78 millions d'années, on avait encore, alors ils mettent 91 sur le schéma, mais en fait, j'ai vu dans des ouvrages plus récents que c'était 78 millions d'années. Maintenant, on avait encore un ancêtre commun.
Donc, d'une certaine manière, on a sans doute bien plus en commun avec nos lapins qu'on ne l'imagine à la base, ne serait-ce que du point de vue de l'évolution. À titre de comparaison, moi, comme j'ai aussi des oiseaux, je m'intéresse, les perroquets, les corvidés et plus généralement l'ensemble des familles, de la famille des passéiformes, ils appartiennent au même clade, tout comme les humains et les lapins. Et cette proximité génétique, ça intéresse beaucoup les scientifiques s'agissant du développement cognitif et de l'évolution des capacités vocales de ces oiseaux. Mais contrairement aux livres sur les perroquets, je n'ai encore jamais lu un seul bouquin qui évoque l'intérêt de la proximité génétique entre les lagomorphes et les primates, mais ça viendra peut-être un jour, qui sait. Alors, afin aussi de retrouver un peu d'humilité face à nos lapins, je vous ai également indiqué la date d'apparition des premiers lapins. C'était il y a 50 millions d'années, alors que les premiers hominidés, donc tous les grands singes et nous, sont apparus il y a seulement 20 millions d'années. Et pour mémoire, le genre Homo qui va donner Homo erectus, Homo sapiens, Néandertal et tout ça, seulement apparu il y a 3 millions d'années, alors que les lapins peuplaient déjà la planète depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Alors, après ce petit détour par l'évolution, qui nous invite à regarder d'un autre œil nos compagnons à grandes oreilles, revenons à l'amitié. Choisir de construire une relation d'amitié, c'est choisir donc l'affection, l'attachement, et donc évidemment ne pas rester dans l'indifférence. Mais c'est aussi choisir le respect de ce que sont nos lapins, des besoins de leur espèce, de leur manière de communiquer. C'est aussi être attentif à la réciprocité en se disant qu'on n'a pas seulement à éduquer nos lapins, mais qu'ils ont beaucoup à nous apprendre sur eux et sur nous, et en prenant conscience de ce que l'on s'apporte l'un l'autre. Et c'est enfin tenter de rétablir davantage d'égalité dans notre manière de considérer notre animal de compagnie, sans anthropomorphisme évidemment, mais en chassant toute idée de supériorité, de domination ou de dressage. C'est un choix qui est gagnant pour les lapins et pour leurs compagnons humains, comme on va le voir, car ce type de relation, ça permet en fait d'éviter bien des incompréhensions et des comportements qui pourraient être à terme jugés problématiques par le propriétaire du lapin. Alors, généralement, quand on commence une amitié, il faut commencer par faire connaissance avec ses amis. Et pour cela, il faut souvent dépasser quelques préjugés et idées reçues. Alors, on va voir quel regard qu'on porte a priori sur les lapins, puis essayer de voir qui sont les lapins, quel est un peu l'état de nos connaissances, et tenter d'imaginer comment ils nous perçoivent, nous, tout en examinant en fait nos attentes à leur égard en tant qu'animal de compagnie. Alors, voilà une diapositive qui est bien chargée, à l'image de toutes nos représentations culturelles qui sont très variées sur les lapins. Les lapins, évidemment, ça a peuplé notre enfance. On peut parler du lapin de Pâques, des peluches, des doudous, des histoires parlant des aventures de lapins, de Peter Rabbit, de Beatrix Potter, à Judy du dessin animé Zootopie, en passant par Bugs Bunny. Le lapin est alors synonyme d'innocence, de douceur, d'amusement, de retour en enfance. Et d'un seul coup, en grandissant, le lapin devient de la viande d'élevage intensif, de la fourrure, un nuisible qui détruit des cultures, une espèce envahissante qui se reproduit à toute vitesse et qui, c'est très célèbre, a submergé l'Australie en menaçant des espèces endémiques, un animal qui se chasse, un animal que l'on a tenté d'éradiquer en créant des maladies, ou même un animal de laboratoire. Alors, le lapin est alors synonyme de plaisir ou de violence, selon point de vue, symbole en fait un peu d'une coexistence qui est parfois difficile avec les autres animaux. Autant dire donc qu'on a une relation qui est très complexe et ambivalente avec celui qu'on a parfois considéré, alors là je prends le titre d'un ouvrage, mais comme le pire ami de l'homme. Voilà, c'était un ouvrage qui parle de l'histoire de nos relations avec les lapins de Garenne. Et toutes ces représentations culturelles, c'est important d'en avoir conscience parce qu'elles influencent le regard qu'on porte sur les lapins qui gambadent dans notre salon ou dans notre jardin. Et ça n'est pas neutre parce qu'on baigne dedans. Alors, voyons un peu quelles sont nos connaissances sur les lapins. Alors, des connaissances qui continuent encore aujourd'hui à progresser. Et parce qu'il reste beaucoup de choses à découvrir sur cette espèce qui nous paraît pourtant si familière. Les scientifiques ont un peu de difficulté à donner une date précise de domestication du lapin de Garenne,
dont sont issus tous les lapins domestiques. Je vous rappelle, une espèce domestique, c'est une espèce qui a été modifiée par l'humain par sélection successive de mutations génétiques, et cette sélection peut porter juste sur, par exemple, la couleur du plumage, comme pour les oiseaux de compagnie, ou ça peut se focaliser sur des éléments de caractère ou comment dire, des capacités, des aptitudes particulières de l'animal, comme on trouve souvent chez les chiens ou tous les animaux qui travaillent avec l'homme. Je vous ai mis un petit graphique simplifié qui avait été présenté dans le cadre d'un cours public du Muséum national d'histoire naturelle de Paris sur la domestication du chien. Et là, on voit bien que la domestication du lapin, c'est le petit point violet pour la localisation et pour la frise chronologique, c'est ici. Donc ça va dans ce sens-là, donc vous voyez que c'est tout à la fin. On voit bien que cette domestication du lapin de Garenne, c'est la plus tardive parmi les animaux domestiques les plus courants. C'est intervenu bien après celle du chien, de la chèvre, du mouton, du chat, de la vache, de la poule, du cheval, du chameau, du lama, du cobaye, du canard et même de la dinde. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de récent par rapport à notre histoire avec les animaux. La domestication du lapin, donc, elle a été très progressive. C'est le résultat en fait plus d'un processus cumulatif. L'humain a commencé par chasser le lapin au paléolithique. Pendant l'Antiquité, les Romains commencent à enfermer, engraisser des lapins dans des enclos pour les chasser plus facilement. Puis à l'époque médiévale, on a eu en fait la continuation de cette détention des animaux en enclos, des lapins en garenne. Mais on a vu apparaître aussi à cette époque, sur les enluminures notamment, des variétés domestiques. Les premières, alors typiquement des animaux tachetés, des lapins blancs tachetés de noir. À cette même période, donc médiévale, on a des lapins qui commencent à être élevés en clapier, notamment dans certains monastères, mais ça reste un phénomène assez anecdotique. Au XVIIe, par contre, et XVIIIe siècle, la représentation des lapins domestiques avec des pelages variés se multiplie. On voit apparaître notamment les lapins angora, et la classification naissante des animaux sépare bien le lapin de Garenne du lapin domestique, alors qu'en fait, il s'agit toujours de la même espèce. Et on commence à constater des différences, par contre, dans le squelette des animaux, des lapins, entre le Garenne et le lapin domestique à cette période. Donc c'est vraiment très récent. Et parallèlement, le lapin commence à devenir un animal de compagnie. Mais ça n'est qu'au 19e et au 20e siècle qu'on a une sélection intensive des lapins qui va se développer sur des critères physiques permettant l'apparition de toutes les races qu'on connaît aujourd'hui, qui va du lapin nain au géant des Flandres pour le plus grand format. Et à ma connaissance, la seule sélection qui a véritablement été organisée pour les lapins sur la base de leur caractère, ça a été pour les lapins de laboratoire, souvent sur des néo-zélandais albinos, pour lesquels on a cherché à obtenir des individus calmes et dociles, forcément vu ce pourquoi ils étaient utilisés. Une étude de 2018 a montré que l'architecture cérébrale des lapins domestiques serait modifiée par la domestication par rapport à celle du lapin de Garenne. C'est une question de taille, de ratio entre la taille du cerveau et le corps de l'animal. Donc le lapin de compagnie aurait un plus petit cerveau. Et on aurait une réduction du volume des parties du cerveau en fait, qui servent à contrôler, qui servent à le déclenchement de la peur. Donc en fait, on aurait un meilleur contrôle face aux émotions de peur. Et on aurait aussi une réduction de la substance blanche qui expliquerait en fait une plus grande lenteur, si je puis dire, dans le comportement, un plus grand flegme. Alors, par contre, cette étude, a priori, on ne sait pas trop quelle race de lapin a été utilisée. On sait juste que c'était des lapins de 4 kilos, et donc probablement c'était des lapins de laboratoire, donc forcément des lapins qui ont été plutôt sélectionnés aussi sur leur tempérament par rapport à nos lapins de compagnie qui ont été surtout sélectionnés sur leur apparence en fait. Donc, il ne faut pas se formaliser. Si Pompon, votre lapin chéri, prend la fuite dès qu'il aperçoit une ombre inhabituelle, ce n'est pas forcément parce qu'il est exceptionnellement craintif, on va dire, pour un lapin domestique, mais c'est juste peut-être parce qu'il n'a pas été sélectionné spécifiquement sur son caractère comme un lapin de laboratoire.
Alors là, je vous ai mis, des, photos, de lapins de Garenne, mais assez particulières, parce que moi, mon principal lieu d'observation à Paris, des lapins de Garenne, même s'il y en a de plus en plus à différents endroits de Paris, mais ça reste, les Invalides, puisque en fait, devant, le musée, des Invalides, on a, toute une esplanade qui n'est pas ouverte au public et où on a, énormément de lapins de Garenne. Mais maintenant, on en trouve aussi sur le Champ de Mars, voilà. Heu De manière, voilà, ça permet de voir en fait la vie en groupe de ces animaux et de manière assez basique, ces animaux, la principale information qu'il faut savoir sur les lapins, c'est que c'est une espèce grégaire, heu et le groupe, c'est ce qui permet aux lapins, d'assurer la protection, des membres du groupe, d'avoir une meilleure surveillance de l'environnement, un meilleur accès aux ressources alimentaires, comme chez toutes les proies grégaires. Ça permet de réduire le niveau de stress des lapins et ça leur donne la possibilité de consacrer moins de temps à la surveillance et de disposer ainsi de plus de temps pour l'alimentation et les interactions sociales et ainsi d'être en meilleure santé. Et le groupe, pour les lapins, la garenne, c'est aussi une entité de communication et d'échange entre des individus de la même espèce qui sont capables de se comprendre parfaitement et qui partagent une identité pardon, commune, celle de leur garenne. Alors, mais on peut se demander comment apprend-on à devenir un lapin? Comment devient-on un lapin qui fait les choses d'une certaine manière, qui est la manière en fait la plus adaptée au milieu dans lequel on vit? On reconnaît aujourd'hui l'existence de culture animale, même si ce que recouvre ce terme en fait fait encore des débats. Le rôle de l'apprentissage social dans la construction d'individus et du groupe est de mieux en mieux connu chez de nombreuses espèces, chez de nombreuses espèces grégaires, qu'il s'agisse de mammifères, d'oiseaux ou de poissons. Et le rôle des préférences culturelles dans l'évolution est de plus en plus fréquemment souligné. Donc on peut s'interroger sur le rôle de la transmission entre les lapins adultes et les jeunes lapros, d'autant plus que les lapins vivent dans des milieux extrêmement variés, donc même en plein centre de Paris, ce qui est quand même très différent de l'Australie. Euh, Ils sont soumis à des contraintes très diverses et ils ont accès à des ressources alimentaires très différentes. Donc chez le lapin de Garenne, les parents ne paraissent pas a priori jouer un rôle primordial puisque le père est un simple géniteur et la mère, la lapine, ne va passer voir les lapros pour les allaiter que quelques minutes par jour seulement. Par contre, il y a une forme de vie sociale qui commence pour les lapros dès le nid. Mais à partir du moment où en fait les lapros vont sortir de leur terrier, il suffit de les observer, comme je peux le faire aux invalides, pour constater qu'il y a un véritable apprentissage social qui commence. Ils restent à proximité des adultes et apprennent par mimétisme en les observant, en regardant quelles plantes sont comestibles, quelles plantes sont les plus convoitées, comment surveiller son environnement efficacement. Et quand il y a un danger qui arrive soudain, enfin ça peut être une camionnette hein, pour les invalides tout simplement, il y a toujours un adulte pour taper de la patte à proximité des jeunes et pour leur donner le signal de rentrer dans leur terrier. Donc, les jeunes lapins apprennent également en jouant avec les autres lapros. Ils s'entraînent à bondir, à fuir et il y a tout un apprentissage de ce type. Alors, il n'y a pas eu à ma connaissance, enfin, je loin de tout connaître, sur les, d'études scientifiques, sur l'apprentissage culturel des lapins de Garenne, mais j'espère que si ça viendra ou que j'en aurai connaissance, en tout cas si ça existe. Voilà, alors pour nos lapins de compagnie, qu'en est-il? Eh bien, en fait, c'est exactement la même espèce, hein, nos lapins de compagnie et les lapins de Garenne, donc ils ont exactement les mêmes besoins de base. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rappelle constamment qu'un lapin a besoin de vivre avec un compagnon de son espèce. Je vous ai mis le petit graphique euh, voilà, qui rappelle en fait à quel point la présence d'un congénère modifie le comportement et les activités d'un lapin de compagnie. Un lapin qui reste seul, c'est le petit lapin de gauche, va passer une grande partie de son temps à exprimer des comportements de peur ou d'anxiété. Il va être en hypervigilance parce qu'il est isolé. Mais quand il dispose d'un compagnon, on voit que le temps consacré à cette surveillance, à ces comportements, ça va nettement se réduire. Il va consacrer toujours
bien sûr du temps à des comportements sociaux avec ce compagnon, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi dégager plus de temps pour des comportements avec son compagnon humain, enfin ses compagnons humains, la famille dans laquelle il vit. Et donc, on voit aussi, c'est le deuxième graphique, que un compagnon, pardon, un lapin qui vit en couple ou en groupe présente moins de, ou pas du tout, de stéréotypies, va passer également moins de temps à se toiletter et il va avoir plus de temps d'expression de comportement de bien-être. Donc ça, c'est tiré d'un bouquin récent d'une vétérinaire anglaise. De même, donc, on peut s'interroger en termes de culture sur la transmission de la manière de faire les choses et plus adaptée à la vie dans notre domicile entre un lapin plus âgé ou expérimenté et un nouveau lapin que l'on vient d'adopter. C'est un avantage de mon point de vue. Quand on a des lapins qui n'ont pas le même âge, il y a une transmission de certaines habitudes et un mimétisme qui permet en fait au nouveau venu de s'adapter plus rapidement à son nouveau domicile et d'être plus rapidement en confiance en fait avec ses compagnons humains. Alors que quand on a évidemment on adopte un couple d'un coup, bah, en fait il faut tout recommencer à zéro. Alors, vous allez me dire que je ne parle pas d'hiérarchie, pourtant j'ai parlé des lapins de Garenne. Alors, s'il y a bien une chose que les propriétaires de lapins connaissent à leur sujet, c'est la hiérarchie. Peut-être parfois au point de la mettre à toutes les sauces et d'utiliser en fait cette grille de lecture pour expliquer à peu près tout et n'importe quoi. Alors, j'entends parfois mon lapin est dominant, mais ça ne veut pas dire grand-chose, puisque aucun lapin n'est dominant par nature. Un lapin peut avoir une position dominante pour l'accès à telle ou telle ressource, à un moment donné, dans un groupe donné, ça n'a absolument rien d'immuable. J'entends aussi parfois: «Mon lapin est dominant avec moi». Alors déjà, c'est partir du principe que votre lapin ne sait pas faire la différence entre un hominidé de 70 kg, 80 kg, on va dire, et un léporidé de 2 kg. Qu'il ne sait pas faire la différence entre un congénère qui communique comme lui sur le plan olfactif, auditif, visuel, du toucher, et une autre espèce dont les modalités de communication sont complètement différentes. Donc, je pense qu'il est plus juste de dire que votre lapin n'en fait qu'à sa tête par rapport à ce que vous attendez de lui. J'entends également parfois mon lapin est dominant avec ma lapine, ou l'inverse. Ma lapine est dominante avec mon lapin. Il n'y a pourtant pas d'enjeu hiérarchique entre un mâle et une femelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on recommande le plus souvent d'adopter un couple lapin-lapine. Euh, Parce que dans une garenne, on va trouver un couple de lapins le plus souvent, hein, entouré d'autres lapins ou couples souvent plus jeunes. Les femelles s'occupent principalement des terriers, des lieux de couchage. Elles vont creuser une nouvelle chambre quand elles ont besoin de faire un nid, les fameuses rabouillères. Et elles agrandissent ainsi progressivement le terrier. Tandis que les mâles vont davantage s'occuper des frontières du territoire, des intrus, du marquage tourné vers l'extérieur du territoire, et également du marquage qui permet de reconnaître le groupe. Et également, ils vont beaucoup s'occuper, bien sûr, de l'accès aux femelles pour la reproduction. Donc, en fait, on voit que quand il y a des tensions chez les lapins de Garenne, c'est surtout entre des lapins de même sexe. Et comme nos lapins de compagnie sont très semblables, puisque c'est la même espèce, il faudrait mieux considérer, en fait, si vous voulez dire que vos lapins sont dominants, que vous avez un couple de dominants chez vous, dans une garenne composée uniquement de 2 lapins. Voilà, c'est ce qui est sans doute le plus juste. Alors, il existe une hiérarchie chez les lapins, mais quand on a un couple mâle-femelle, ça ne me semble pas être une grille de lecture pertinente parce que même quand on a 2 lapins de même sexe, ça fait souvent une hiérarchie en fait à géométrie variable. Ça va dépendre en fait de ce sur quoi portent. Enfin, ils vont avoir des priorités qui vont être différentes selon qu'il s'agisse de nourriture, de lieu de couchage, de voilà, ils vont faire leur popote à 2. Je trouve que c'est un facteur qui est vraiment à prendre en compte quand on a un groupe de lapins à la maison et c'est loin d'être le cas le plus fréquent, il faut le reconnaître quand même. Puis ensuite, j'attire comme toujours, j'avais fait précédemment pour la colline, mais j'attire toujours l'attention sur le fait que les humains ont souvent cherché à décrire des structures hiérarchiques assez strictes chez de nombreuses espèces, qu'il s'agisse des loups, des primates, mais que progressivement,
on fait machine arrière sur certaines espèces parce que en fait, il existait des biais. Tout d'abord, celui de la captivité. Alors celui-là, vous allez dire, il nous intéresse parce que nos lapins, ils sont, chez nous en captivité. Mais c'est vrai que la captivité, bon, elle empêche les individus de se choisir et elle les empêche de mettre de la distance entre eux, donc ça favorise en fait l'agressivité. Il y avait un autre billet dans la description, c'était souvent, l'objectif de ces études, c'est que ça visait souvent à se débarrasser le plus efficacement possible d'un nuisible et pour les lapins, c'était complètement le cas en fait, hein. Le but des premières études, c'était de se débarrasser des lapins, mieux les comprendre pour mieux les exterminer. Et puis il y a aussi, notre propre culture qui nous pousse souvent à reconnaître dans l'organisation sociale d'une espèce une hiérarchie qui peut alors prévaloir en fonction de l'époque historique où se passait de la description et donc il y a un biais culturel. C'est exactement la même chose que dans la description qu'il y a eu souvent, du rôle des femelles dans, les groupes, d'animaux en fait, où maintenant on revient, beaucoup, sur certaines descriptions. Donc, personnellement, je reste prudente par rapport aux notions de hiérarchie, surtout dans leur utilisation, pour, expliquer le comportement des lapins de compagnie. D'autant plus que, bah, nos lapins, ils sont stérilisés et ils vieillissent. 2 facteurs que, enfin, y a les lapins de garenne n'ont pas dans la nature. Donc la reproduction n'est plus un enjeu pour eux et en plus, ils ont un comportement qui évolue avec l'âge parce qu'ils vivent beaucoup plus longtemps que des lapins de garenne. Donc là, je vais passer rapidement parce qu'en fait, Elena vous a déjà tout dit, tout expliqué sur l'habitat du lapin lors de la précédente conférence. Donc je rappelle simplement que les lapins sont des animaux très casaniers et routiniers. Ce sont des animaux surtout actifs à l'aube et au crépuscule. En milieu de journée, un lapin, même de compagnie, ça dort. Et ça reste, voilà, ça reste vrai, sauf que, comment dire, ils vont essayer de s'adapter dans la mesure du possible à vos horaires et à votre présence à la maison, plus ou moins. Donc, comme on l'a vu, la notion de hiérarchie, c'est très lié chez le lapin à la perception du territoire, qui est assez différente entre les mâles et les femelles. Et il ne faut pas oublier qu'une garenne, c'est souvent composé de plusieurs groupes de lapins qui cohabitent à proximité les uns des autres et qui peuvent, quand les mâles partent, ils peuvent se retrouver dans une nouvelle garenne juste à côté. Et voilà, ils peuvent même se mélanger à certains moments de la journée ou à certains moments de l'année quand ils ne sont pas en période de reproduction. Heu, il ne faut pas oublier non plus que, les lapins partagent souvent leur terrier avec d'autres espèces opportunistes qui profitent en fait des galeries qui sont déjà creusées. Alors évidemment, il y a plein d'insectes, mais on va avoir aussi des espèces comme, des blaireaux ou des lézards ocellés parce que là actuellement, on a apparemment des menaces sur la la survie de ces lézards qui vivent dans le sud de la France et pour qu'ils survivent, on a besoin des lapins qui creusent les terriers. On va avoir aussi en Bretagne, que je connais mieux, des oiseaux marins qui vont, cohabiter à proximité, directe, réutiliser les terriers des lapins et cohabiter ainsi à proximité directe de terriers qui sont occupés. J'ai vu aussi récemment un documentaire sur Arte où on voyait sur une île de la mer du Nord que des oiseaux migrateurs nichaient en fait dans des terriers à proximité directe de terriers de lapins qui étaient occupés avec des jeunes et tout ça. Donc les lapins, de fait, ils cohabitent avec d'autres groupes de lapins, mais ils coexistent aussi avec d'autres espèces. Et la notion de territoire des lapins, donc, c'est pas si simple à appréhender que ça. Enfin, c'est pas binaire comme on peut nous le présenter parfois. Et donc notre conception de la territorialité, c'est pas une vérité non plus intangible. C'est une théorie, cette territorialité comment dire, des mammifères qui, est communément admise à un moment donné en fonction de l'état de nos connaissances. Et je vous invite à ce propos à lire le petit bouquin de Vinciane Després, qui est une philosophe des sciences, qui vient de sortir et qui est intitulé «Autobiographie d'un poulpe et autres récits d'anticipation». Et en fait, c'est un récit qui évoque les wombats, qui est aussi une espèce qui creuse des terriers. Et elle imagine en fait un futur dans lequel les scientifiques considéreraient la théorie de la territorialisation chez les mammifères comme une conception totalement archaïque et dépassée. Donc c'est une fiction, mais c'est très amusant et intelligent parce que ça amène à se poser des questions sur notre capacité à tenir compte des comportements, des animaux qui seraient détournés de leur utilité d'origine et utilisés ensuite, détournés par jeu, par plaisir ou pour n'importe quelle autre raison. Est-ce qu'on serait capable de le voir?
de le comprendre. Et enfin, oui, là je reviens du très concret. Si votre lapin vous mord quand vous mettez la main dans sa cage ou dans son enclos, ou que vous entrez dans son enclos tout simplement, oui, bah, il est inutile de mettre ça sur le compte d'un comportement, territorial. Parce que déjà à la base, attaquer un humain pour un lapin, ça n'a absolument rien de naturel. Plus simplement, en fait, l'agression d'un lapin dans ces cas-là, ça intervient plutôt en dernier recours, quand le lapin est dans l'impossibilité de mettre suffisamment de distance entre vous et lui, en raison, en fait, d'un habitat qui est souvent trop exigu. Donc on en revient à la conférence, d'Elena. Alors les lapins ont de très nombreux prédateurs, sur terre, dans les airs, mais en fait, ce ne sont pas des victimes sur pattes. Je voulais juste rappeler que les lapins ont plein de ressources. C'est important de le savoir. Leur meilleure défense déjà, c'est la fuite. Et les lapins sont particulièrement rapides, hein, leur vitesse de pointe, ça peut approcher les 40 km/h, et ils font de brusques crochets pour semer leurs prédateurs et vite regagner leur terrier, qui est leur protection. Ils ont un odorat qui est bien plus développé que le nôtre, hein, c'est tout à fait valable pour les lapins de compagnie aussi. Ils vivent dans un monde olfactif qu'on peut difficilement se représenter, et ils communiquent par leurs odeurs. Je vous ai mis, il y a un petit schéma où on voit les différentes glandes en fait, qui, leur permettent en fait enfin, qu'il y a différents objets, qui permettent de communiquer entre eux. C'est intéressant aussi parce que nous, nous-mêmes, on est plus sensibles, mais en fait, nous, en fonction de notre état émotionnel aussi, on va avoir par exemple des variations de pH de notre peau qui vont en fait dégager des odeurs que nous, on va pas repérer, mais que les lapins pour lesquels les lapins sont sensibles en fait. Ils ont une ouïe qui est également bien plus développée que la nôtre. Alors les grandes oreilles des lapins, tout le monde connaît, qui ont une mobilité indépendante et qui leur permet d'apprécier la direction et la distance des sons. Et donc bien souvent, ils vont entendre, donc ils vont sentir leurs prédateurs avant de les voir, ils vont les entendre avant de les voir, parce que leur vue, c'est pas le sens le plus développé chez le lapin, même s'ils ont une vision à 340° et qu'ils voient relativement bien de nuit. Oui, donc ils voient un camailleux plutôt dans les bleus verts, mais tout ça, je pense que vous le savez déjà. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi une perception par les vibrisses, comme nos chats, en fait. Et enfin, ils ont des capacités de reproduction. Alors ça, comment dire? C'est une manière de réagir face aux prédateurs, à la pression des prédateurs. Ils ont des capacités de reproduction qui sont tout à fait légendaires. Alors on pourrait croire que seul le prédateur régule la proie en la mangeant, mais la proie aussi régule le prédateur quand il devient trop abondant, puisqu'en fait les hormones de stress produites par le lapin va, comment dire? Tendre à diminuer, ses capacités de reproduction et ainsi offrir moins de nourriture au prédateur qui va finir par quitter le territoire et aller ailleurs et donc les lapins vont pouvoir de nouveau être plus nombreux. Et puis à tout ça, bien sûr, s'ajoutent également les maladies. On peut rappeler que seul un lapin de Garenne sur 5 atteint l'âge d'1 an. Et enfin, bah, quand, les lapins en ont la possibilité, ils vont aller s'installer souvent dans des zones périurbaines ou même franchement urbaines, comme le plein centre de Paris, où les prédateurs sont en fait encore moins nombreux qu'à la campagne. Et donc ils s'adaptent plutôt bien en fait à la proximité des humains et de leur voiture et tout ça, quand ils trouvent un habitat favorable. C'est assez amusant d'ailleurs de les trouver à Paris, alors que dans certaines régions de France, on essaie de les réintroduire, mais on a beaucoup de difficultés à les faire enfin, coloniser des terriers qui ont été abandonnés. Donc, en fait, les lapins de Garenne sont bien plus menacés par l'humain que par leurs prédateurs, en fait, aujourd'hui, à cause de l'agriculture intensive qui a entraîné le remembrement des terres et a fait disparaître une grande partie de leur habitat, et aussi à cause du mitage urbain qui se poursuit, de la bétonisation des sols. Bah voilà, ce processus continue aujourd'hui en milieu rural, et je voulais juste rappeler que les lapins de Garenne sont classés en danger d'extinction sur la liste rouge de l'UICN au niveau mondial, et qu'ils disparaissent localement, en tout cas en France, pour ce que je connais, même s'ils sont encore très abondants dans certaines régions. Alors, les lapins sont des animaux intelligents. Mais qu'est-ce que l'intelligence et comment la mesure-t-on? Alors, c'est sûr que si on décide que l'intelligence animale, ça consiste seulement à disposer de capacités semblables à celles des humains, évidemment, on ne va pas trouver beaucoup d'animaux intelligents. Mais c'est un peu comme si on estimait que les animaux n'ont pas de langage parce qu'ils ne parlent pas comme nous.
Et puis par ailleurs, il y a notre manière d'évaluer l'intelligence d'un animal qui trouve ses limites dans nos propres capacités intellectuelles, en fait. Comme notre manière de percevoir le monde, heu, elle est très différente parce qu'on a des capacités sensorielles différentes, il nous est parfois difficile d'imaginer des expériences qui permettent d'avoir une meilleure idée de l'intelligence des autres espèces et il nous est même parfois difficile de savoir quoi chercher. Et je me souviens du titre d'un article qui disait en substance que nous ne trouvions pas pendant longtemps le cortex pardon, des oiseaux, parce qu'en fait, c'était lié à la structuration de notre propre cerveau, parce qu'en fait, on savait pas, on cherchait pas au bon endroit. Donc, moi, je peux juste vous témoigner en fait avec les lapins d'une petite anecdote. J'ai un de mes lapins qui vient de la colline, Balian, qui n'est pas du tout effrayé par le robot aspirateur, hein, comme vous pouvez le voir sur la petite photo. Et au début, quand il arrivait à la maison, il tentait de l'attaquer en le mordant avec ses incisives. Mais en fait, rapidement, il a découvert qu'en passant au-dessus, en sautant au-dessus de l'aspirateur, il pouvait l'éteindre en appuyant sur le bouton central avec sa patte arrière. Et alors, à partir de ce jour, je n'ai plus réussi à laisser l'aspirateur tourner près de Balian sans qu'il ne l'arrête. Et alors, ce qui a été quand même assez comique, c'est qu'il a appris à l'éteindre tout seul, mais il a aussi appris à l'allumer parce qu'à force, moi, quand je revenais 4-5 fois d'affilée, pour le rallumer, je finissais par ronchonner un peu. Et donc, j'ai eu la surprise un jour de voir mon lapin aller rallumer l'aspirateur sous mes yeux. Voilà, donc et Balian est un petit lapin aussi qui est très à l'aise visiblement avec les technologies parce que là, enfin, en raison de problèmes de santé, il a besoin d'un régime particulier et là, il s'est adapté en 48 heures à une nouvelle, gamelle d'ailleurs qu'il est en train d'ouvrir derrière moi, qui est en fait qui reconnaît sa puce, mais et qui s'ouvre avec un couvercle qui s'ouvre uniquement pour lui, pour que sa copine en fait ne mange pas son alimentation. Et donc ça fait du bruit, ça bouge. Pour une proie, ça n'a rien d'évident, mais il s'y est très vite adapté, encore une fois en 48 heures, et j'en suis ravie. Donc voilà, nos lapins ont également de la personnalité. Alors, je vous ai mis des photos de 9 de mes lapins qui ont vécu ou qui vivent encore chez moi. Au premier regard, vous avez peut-être remarqué que ce sont des lapins béliers. Vous verrez peut-être qu'il y en a 2 qui sont noirs, 2 qui sont marron et blanc et 2 qui sont gris garenne. Et si vous êtes très attentif, vous allez peut-être voir en bas à droite qu'il y a un bélier français, un gros lapin de 8 kilos. Mais en fait, tout ceci, ça n'est qu'une histoire de forme et de couleur de pelage et ça ne vous dira pas grand-chose en fait sur mes lapins. Et de mon côté, moi, quand je regarde ces photos, je vois des individus lapins auxquels je suis très attachée, avec lesquels j'ai partagé un bout de ma vie et chacun a une histoire particulière, un caractère unique, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Et c'est sans doute une évidence pour vous qui vivez avec des lapins, parce que chaque lapin est différent et montre une personnalité différente. 2 lapins réagiront différemment face à une même situation, ils s'adapteront différemment à un même environnement, ils montreront des préférences distinctes pour l'alimentation, ils vont mieux s'entendre avec certains lapins qu'avec d'autres. Et donc, bien entendu, il ne s'agit pas d'attribuer des valeurs morales à nos lapins, comme dans les bestiaires médiévaux, ça serait d'une certaine manière trop simple. Mais je pense qu'il ne faut pas craindre l'anthropomorphisme au point de nier le fait que chaque lapin a sa propre personnalité, et parce que sinon, ça serait nier tout ce que nous avons en commun du point de vue des émotions, de la manière de les exprimer, et aussi de la mémoire et des préférences individuelles. Alors, là, on va se faire un petit exercice de fiction. Parce qu'on ne peut pas savoir comment les lapins nous perçoivent, puisque nous ne sommes pas des lapins. On ne peut que l'imaginer à partir de nos connaissances sur les perceptions des lapins et leur propre comportement. Alors, on peut se demander s'ils nous voient comme un grand animal qui représente un possible danger, peut-être un prédateur, surtout quand on les prend dans les bras voilà, on les soulève du sol comme un rapace qui les emporterait. Ou alors, est-ce qu'ils nous considèrent comme un animal qui vit le plus souvent en groupes familiaux, des groupes qui sont souvent bruyants et complexes, avec des comportements variés et avec des comportements de protection du groupe?
Est-ce qu'il nous considère comme un animal qui utilise surtout les sons et les chants pour communiquer et qui dispose d'une bonne vue? En fait, un animal dont il faut surveiller le regard pour connaître les intentions, en fait. Mais c'est surtout les chiens qui, du fait de l'évolution, ont appris à suivre notre regard. Les lapins n'ont pas cette faculté, hein, mais c'est vrai que c'est comme une spécificité très humaine. Est-ce qu'ils nous considèrent comme, des animaux qui sont capables de rester pendant des heures devant des écrans, lumineux un peu mystérieux? Est-ce qu'ils nous considèrent comme un animal doté de pattes avant qui veulent constamment attraper, saisir ou retenir, mais qui peuvent aussi caresser, protéger, apaiser? Voilà, est-ce que, voilà, on est pour eux un animal qui peut limiter les possibles à l'extrême, enfermer, restreindre? Mais est-ce qu'on n'est pas aussi pour eux un animal qui peut enrichir l'environnement, offrir de la liberté de mouvement et de nouvelles découvertes finalement, comme on l'a vu la dernière fois? Heu, un animal, qui donne de la nourriture, qui ramasse les crottes et les poils, qui vide les latrines et qui tente sans cesse d'enlever les odeurs et le marquage territorial, et en plus un animal, alors non, qui enlève le marquage territorial, mais qui a un odorat complètement atrophié et qui ne comprend rien à la communication olfactive des lapins. Est-ce qu'il nous considère comme un animal territorial qui, n'aime pas, qu'on modifie l'organisation de sa maison ou son jardin et qui s'entoure d'objets et attache de l'importance à certains d'entre eux assez mystérieusement? Un animal qui disparaît souvent de son territoire pendant de longues heures et qui revient parfois avec des sacs remplis de verdure ou de foin ou éventuellement d'autres choses qui n'ont aucune importance, qui sont moins utiles? Est-ce qu'il nous voit comme un animal intelligent qui protège les autres, animaux qui vivent sur son territoire et qui tente de les comprendre et de les soigner quand ils ne se sentent pas bien? Et qui peut malheureusement aussi parfois causer, du mal-être sans même en avoir conscience. Donc se poser ces questions, c'est, déjà essayer d'imaginer le point de vue de ces lapins, évidemment sans y apporter de réponse définitive, mais c'est déjà se décentrer de son seul ressenti. Et donc, c'est faire une partie du chemin vers une meilleure connaissance de ses amis. C'est pour ça que je me prêtais à cet exercice, de fiction. Et là, après, je pense qu'il faut regarder aussi quelles sont nos attentes. Parce qu'on a tous un horizon d'attente quand on adopte des lapins. On a des attentes en termes d'affection, d'éducation, de divertissement, de jeu, de faire valoir social. On attend de la gratitude de son animal. Mais à chaque fois, on peut essayer d'aborder ces différents sujets sous l'angle de la réciprocité et du respect qu'on a évoqué au début au sujet du lien d'amitié, en se demandant notamment, vais-je recevoir de l'affection de mes lapins ou est-ce que je vais leur en donner en respectant leurs préférences et leur manière d'exprimer leurs émotions? Est-ce que je vais les éduquer comme un chien ou un chat, des espèces que je pense connaître sur le bout des doigts? Ou bien est-ce que les lapins n'ont pas des choses à m'apprendre en me sortant de ma zone de confort? Est-ce que je vais leur apprendre des tours? Est-ce qu'ils vont me divertir? Ou bien est-ce que je vais leur servir de divertissement finalement moi-même du fait de mon comportement et de mes habitudes? C'est un peu la question de qui observe qui. Est-ce que mes lapins vont me servir de faire valoir sur les réseaux sociaux avec des photos mignonnes? Vont-ils, me permettre de rencontrer d'autres personnes qui aiment les lapins? Ou bien vont-ils me donner la possibilité aussi de faire connaissance avec une autre espèce et ainsi de mieux me connaître, me comprendre moi-même? Est-ce que je vais recevoir de la gratitude de mes lapins pour tous les bons soins qu'ils leur apportent? Ou est-ce que je vais leur être aussi reconnaissant car ils ont en fait, amélioré plein de choses dans ma vie? Par exemple, une plus grande attention au langage corporel des congénères de ma propre espèce, une alimentation, ça peut être l'alimentation avec davantage de légumes verts ou, tout bêtement, une meilleure capacité à se concentrer sur l'instant présent parce que c'est nécessaire quand on est avec eux. Voilà, ce ne sont que des pistes évidemment. Et donc évidemment, par rapport à l'image qu'on peut avoir a priori des lapins, on voit bien qu'en fait, il y a tout un cheminement à réaliser pour faire connaissance avec eux, pour après construire une relation d'amitié. Et de ce point de vue, il peut être utile, d'abord, on l'a vu, de dépasser les préjugés qui sont liés à un héritage culturel très contrasté, de s'ouvrir à l'altérité en fait d'une espèce qui perçoit le monde
d'une autre manière et qui communique aussi d'une autre manière, mais qui est parfaitement adapté à son milieu naturel ainsi. Et c'est le résultat finalement de dizaines de millions d'années d'évolution. Donc il faut vraiment se dégager d'une vision hiérarchique. Il est parfait pour le milieu pour lequel il est fait, le lapin. Euh, il faut aussi peut-être découvrir tout ce que nos espèces ont en commun en termes d'émotions, d'expression de ces émotions, de sociabilité, de personnalité individuelle. Apprendre en observant ces lapins et en s'informant sur les besoins essentiels de son espèce. Il peut être aussi utile de reconnaître qu'on n'est pas capable de tout comprendre, de tout expliquer, parce qu'on n'est pas un lapin, tout simplement, et que les scientifiques ont encore plein de choses à découvrir sur les lapins. Et enfin, il peut être utile de mettre en perspective les comportements qui nous posent un problème avec le comportement naturel des lapins et leurs besoins naturels, enfin essentiels, afin de se mettre en mode solution, de ne pas bloquer et d'essayer de trouver des solutions. Donc maintenant qu'on a fait connaissance avec les lapins, on va voir comment construire une amitié pas à pas. Alors, est-ce qu'on fait une pause ou... Je ne t'entends pas, Elena. Alors, moi, je propose que tu continues. D'accord. Et puis voilà. Je rappelle, voilà, vous posez vos questions à la fin ou vous pouvez les mettre dans les chats. Moi, je prends note et puis on y répondra à la fin. Entendu. Donc, je continue. Voilà. Parce que l'amitié, ça se construit jour après jour. Et on va voir donc comment construire sur de bonnes bases dès l'arrivée des lapins à la maison, comment trouver une juste place avec ces lapins, et voir ensuite comment faire évoluer harmonieusement, surtout, oui, cette relation d'amitié au fil du temps, et comment accompagner ces lapins jusqu'à la fin. Ça fait partie de la relation d'amitié. Alors avant toute chose, je rappelle l'évidence et le basique. Quand on accueille des lapins à la maison, il faut d'abord s'assurer qu'on répond à leurs besoins de base. Et les besoins de base d'un lapin de compagnie, c'est quoi? C'est d'avoir au moins un compagnon lapin, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Donc la base, c'est du foin et de la verdure fraîche ou de l'herbe, en fonction. Et Lynn va présenter, je pense, une conférence sur l'alimentation du lapin prochainement. Un autre basique, c'est pour les lapins, qui est essentiel à leur bien-être, c'est la vie en liberté ou dans un très grand enclos, dans un environnement sécurisé, avec des lieux de couchage variés, des endroits pour se cacher, d'autres pour gratter, des jeux, des surfaces de sol adaptées aux pattes. Tout ça, encore une fois, ça a été vu la dernière fois avec Elena. Et un autre élément de base, c'est la visite de contrôle chez le vétérinaire quand le lapin arrive, pour s'assurer qu'il est en bonne santé, éventuellement mettre les vaccins à jour et programmer sa stérilisation si ce n'est pas déjà fait. Et après, ça continue tout au long de la vie du lapin, parce qu'après, il y a un suivi vétérinaire qui va être adapté à l'âge du lapin. Donc, tout ceci, c'est nécessaire pour construire une relation d'amitié avec son lapin. Ça peut paraître étrange, mais en fait, de très nombreux comportements qui sont jugés problématiques par les propriétaires viennent en fait du fait que le lapin, enfin, ça vient de la solitude du lapin, du fait qu'il vit seul, qu'il a une alimentation qui est inadaptée, qui ne l'occupe pas suffisamment, et souvent aussi qui nuit à sa santé, ou alors qu'il a un habitat qui est trop exigu, qui ne lui permet pas d'exprimer ses comportements naturels, ou alors qu'il n'a pas été stérilisé, ou encore qu'il est douloureux en raison d'un problème de santé qui n'a pas été détecté. Ça peut être aussi une source de problèmes de comportement. Donc le premier réflexe, quand on veut éviter les problèmes de comportement, c'est de se demander si on répond bien aux besoins élémentaires de ces lapins de compagnie. C'est vraiment la base. Le deuxième réflexe à avoir quand on accueille un nouveau lapin ou un couple de lapins, c'est de ne pas encombrer son regard sur le petit nouveau ou les petits nouveaux avec des comparaisons et des préjugés. Alors, quand on a déjà eu des lapins, il est difficile de résister à la tentation de comparer le nouveau venu avec, par exemple, notre défunt Pompon, qui était si parfait, ou par exemple avec la merveilleuse Pomponnette,
qui vit encore à la maison aujourd'hui et qui est là depuis plusieurs années et qu'on connaît sur le bout des doigts. Le problème, c'est que notre cerveau, il est sélectif. Il s'empresse d'oublier les souvenirs difficiles qu'on a pu avoir avec nos lapins pour ne garder que les meilleurs. Et les meilleurs, c'est souvent quand on vit depuis un sacré bout de temps avec ces lapins et qu'on a construit une solide relation d'amitié avec eux. On a tendance à oublier l'époque où notre défunt Pompon est arrivé à la maison et qu'il urinait sur le canapé et qu'il vidait les pots des plantes vertes, qu'il mangeait le fil du chargeur de téléphone portable, qu'il rongeait des pieds de chaise ou qu'il sautait sur la table pour aller manger des pommes. Donc, de même, on a tendance aussi à oublier que, par exemple, que notre charmante pomponnette a coupé un bout d'oreille de Pompon quand ils se sont rencontrés la première fois, parce que tout simplement après, ils ont vécu pendant des années ensemble en parfaite harmonie. Donc ça, voilà, on a tendance à l'oublier. Mais c'est normal parce que les lapins qui ont vécu ou qui vivent chez nous depuis longtemps, ils ont forcément un petit air de perfection parce que ce sont nos lapins et que nous les aimons. Mais il faut laisser au petit nouveau le temps de faire connaissance avec son nouvel environnement, de créer un lien d'amitié aussi bien avec ses compagnons humains qu'avec les autres lapins. Il faut lui laisser la possibilité surtout de se comporter différemment, d'avoir une personnalité différente des lapins qu'on a, enfin différente des lapins qu'on a déjà connus. Tout simplement, il faut qu'il puisse s'adapter à sa manière, à son rythme, et puis voilà, se fondre dans les habitudes de la maison. L'arrivée d'un nouveau lapin, je dis souvent, c'est une nouvelle aventure qui commence. Ça suppose de se montrer ouvert d'esprit et de s'adapter parce que, voilà, nous aussi, les humains, nous sommes des animaux intelligents capables de s'adapter. Voilà. Donc on n'aura peut-être plus jamais une amitié comme celle qu'on a connue avec Pompon, mais on va construire une autre relation d'amitié tout aussi précieuse avec un petit nouveau. Et il faut bien entendu éviter les préjugés du type les lapins béliers sont comme ci, parce qu'après ça, il y a des déceptions, genre on m'a dit qu'ils sont plus calmes, mais en fait le mien c'est une pile électrique. Voilà. De même les grands lapins sont comme ci ou ils sont voilà. Donc le lapin, il a sa propre personnalité et comme on l'a vu, il a rarement été sélectionné en fait, pour avoir tel ou tel comportement. Il a surtout été sélectionné sur son apparence. Alors après, il y a les autres préjugés qui sont liés à l'histoire du lapin. Heu, certes, il faut souvent se montrer très patient et compréhensif quand on accueille un lapin, qui a vécu, des choses difficiles, mais son passé n'explique pas tout dans son comportement. Chaque lapin est différent et il va surmonter différemment les épreuves passées selon sa personnalité. Lui coller une étiquette de lapin traumatisé, ça ne va pas du tout l'aider et en plus, ça nous empêchera souvent de chercher des solutions. Donc parfois, voilà, il faut savoir dépasser, ces 1res informations. Parce que parfois aussi, c'est la précédente famille du lapin ou l'association qui l'a recueilli qui va lui coller une étiquette et c'est souvent pour des raisons extrêmement louables parce que l'objectif, c'est d'éviter un nouvel abandon et de s'assurer que le lapin va trouver un foyer adapté. Mais il ne faut pas que ça colle ensuite au lapin, pendant des années et que ça devienne l'explication de tous ses comportements. Donc vaut mieux oublier les étiquettes du type, c'est un lapin craintif, un lapin agressif, un lapin distant, un lapin territorial et voire même enfin, un lapin dominant comme on l'a vu tout à l'heure. Alors là, je vous ai mis, quelques dessins de l'artiste japonaise Shinako, dont je vous invite d'ailleurs à aller voir le travail sur internet, hein, parce que c'est très mignon et en même temps, c'est une leçon sur la manière la plus adaptée, pardon, d'interagir avec ces lapins. Parce que qu'est-ce qu'on voit sur ces dessins? On voit que la personne, elle est soit assise, soit à genoux, soit accroupie, soit allongée au sol et quand on veut interagir avec ces lapins, on ne reste pas debout, on se met à leur niveau. Et d'où l'intérêt d'avoir des lapins en liberté ou de disposer d'un très grand enclos parce qu'il faut avoir la place de s'allonger par terre. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir des tapis en coton au sol, parce que sinon vous risquez de trouver le revêtement en carrelage ou en PVC très inconfortable au bout d'un moment. Et c'est très bien parce que ce sera tout aussi inconfortable pour votre lapin sur la durée aussi.
La personne ensuite sur les dessins, on remarque qu'elle ne retient pas ses lapins avec les mains ou avec les bras. Le lapin a toujours les pattes au sol et la possibilité de s'éloigner, heu, s'il le souhaite. On peut également supposer que, elle les a laissés venir, vers elle, enfin, à chaque fois c'est une dame, quand il voulait et sans les contraindre. De fait, les lapins, ils sont super curieux, donc si on reste un moment, allongé, sur le ventre, ils vont finir toujours par venir nous renifler. Alors s'ils sont plus en confiance, ils vont commencer à sauter par-dessus une de nos jambes, puis poser les pattes sur nous, un grand classique. S'ils sont très confiants, ils vont sauter sur notre dos et marcher sur nous. C'est une manière comme une autre de faire connaissance, mais c'est vrai que c'est très attractif pour eux. On remarque aussi donc sur les différents dessins que la personne est occupée à lire ou qu'elle s'est installée au sol avec son ordinateur. Ça permet de ne pas trop fixer d'attention sur les lapins parce que si notre attention semble occupée ailleurs, ils nous approchent généralement plus facilement dans un premier temps quand ils arrivent à la maison. Enfin, il faut quand même garder un œil sur le lapin parce que évidemment, si vous êtes plongé dans, dans le dernier épisode de votre série préférée, il risque pas de se passer grand-chose avec votre lapin. Quand, par ailleurs, enfin, un lapin souhaite, vous signaler sa présence, établir le contact, c'est toujours pareil, il va souvent vous donner un petit coup de tête. Alors vous pouvez lui répondre vocalement pour lui indiquer que vous avez bien compris. Parce que c'est une manière de dire bonjour, de signaler sa présence, et vous pouvez aussi tenter de lui faire une petite caresse sur la tête, mais toujours sans le contraindre et si jamais il préfère s'éloigner. Un lapin qui s'allonge à quelques mètres de vous, c'est déjà une super marque de confiance. Et plus il le fera à une distance faible, plus, d'une certaine manière, il témoignera de son amitié. Avec le temps, certains lapins vont même faire des flops contre leurs compagnons humains. Mais encore une fois, tous les lapins ne vont pas être à l'aise avec ça. La marque ultime de confiance et d'amitié chez certains lapins, ça va être de faire un flop quand vous le regardez tout simplement ou que vous lui parlez, tout en restant à distance. Donc en fait, il faut accepter, comme toujours, que chaque lapin est différent, il faut le respecter. Et donc quand un nouveau lapin arrive à la maison, eh bien évidemment, il est utile de l'observer longuement en restant un peu à distance. Et c'est le moment idéal pour réviser le langage corporel du lapin, les mouvements de la tête, des oreilles, de la queue, la position des pattes. Bon, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il existe de très bons petits bouquins et on trouve également ces informations sur Internet. Mais voilà, tout ce qui donne des informations sur l'état émotionnel du nouveau et sur ses préférences, c'est bon à prendre quand le lapin arrive à la maison. Et le lapin, il parle avec son corps, donc il faut vraiment le regarder. Je vous ai mis également un petit schéma qui permet de voir un peu les zones sur lesquelles le lapin se laisse facilement caresser, parce que c'est plus agréable pour lui. Mais en fait, il suffit aussi d'observer un couple de lapins qui se toilettent pour avoir des indications sur les zones que les lapins aiment bien qu'on caresse. Je reviens surtout au second schéma qui est très important et qui présente en fait la gradation de la réponse au stress chez le lapin. C'est également valable d'ailleurs si on veut forcer son lapin à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Dans un premier temps, on voit le lapin va exprimer son anxiété ou son inconfort en tentant de se rendre moins visible. Il va par exemple coucher les oreilles, s'aplatir au sol comme pour s'enfoncer dans le sol. Si le lapin veut montrer qu'il n'est pas d'accord, il va simplement souvent tourner ostensiblement le dos, nous montrer son pompon, tout en restant à côté, ou bien il va parfois secouer la tête, qui est un geste très visible avec les longues oreilles. Certains lapins vont aussi gratter le sol brièvement pour dire qu'en gros, on les gonfle. D'autres vont coucher les oreilles, une oreille, puis deux, voilà, en fonction du niveau de contrariété. Ou s'il s'agit d'une caresse dont le lapin ne veut pas, bah, il va simplement éviter la main en baissant la tête ou en se décalant. Donc, qu'on le stresse ou qu'on l'agace, en fait,
qu'on fasse en fait quelque chose qu'il ne souhaite pas, dans tous les cas, c'est à ce stade où il exprime son anxiété ou son refus qu'il faut là tout de suite s'arrêter. Il faut lui montrer qu'on a reçu le message 5 sur 5 en le laissant parfaitement tranquille. Vraiment, il faut s'arrêter là. Si on insiste et qu'on passe outre le désaccord ou le stress de son lapin, eh ben là, il va tenter de fuir, c'est la deuxième étape, de mettre de la distance entre vous et lui. Là, il est encore temps de le laisser s'éloigner, mais si, si on n'a pas compris que dès le départ, par son comportement, qu'il n'était pas d'accord ou qu'il avait peur. On passe alors peut-être aux yeux du lapin pour un humain pardon, qui ne comprend décidément rien. Mais du coup, ça peut entraîner un départ du lapin avec des jetés de pattes arrière très, très visibles, la tête secouée, etc. Voilà, le lapin montre qu'il n'est pas content. Mais on a encore la possibilité de se rattraper la prochaine fois. Le problème dans cette étape-là, c'est que si le lapin manque de place, s'il se trouve par exemple dans une cage ou dans un enclos qui est trop exigu, ou dans une cabane même, dans un coin de la pièce, en fait, il ne peut pas fuir. Et alors là, s'il n'a pas cette possibilité de mettre la distance entre vous et lui, et qu'on tente par exemple aussi ou de le retenir ou de le bloquer alors qu'il tente de fuir, eh bien là, le lapin va être poussé dans ses derniers retranchements. Il va tenter des mesures d'intimidation s'il est sympa, c'est-à-dire il va grogner en avançant le museau. Euh, Là, franchement, pour pas comprendre, il faut commencer à mettre de la mauvaise volonté. Parce que généralement, quand un lapin ne fait pas de bruit, quand il se met à grogner, ça attire l'attention des humains. Mais si on ne tient pas compte de ces mesures d'intimidation, eh ben là, le lapin, poussé dans ses derniers retranchements, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer, et soit en griffant, soit en mordant. Là, logiquement, on va s'arrêter parce qu'on va avoir très mal. Donc, le problème, tout ceci, c'est très progressif. Mais le problème, c'est que si le lapin tente plusieurs fois d'avertir graduellement sa famille, ses compagnons humains, et qu'il n'a aucun succès et que l'humain en face ne comprend rien, qu'est-ce qui se passe? Il va sauter des étapes. En fait, on va lui désapprendre à se comporter comme un lapin normal qui réagit graduellement à une menace ou à quelque chose de désagréable. On va lui apprendre que la seule chose efficace avec les humains, c'est la morsure ou la griffure. Et c'est comme ça qu'on va obtenir, par manque finalement d'attention au langage corporel de son lapin, un lapin avec des comportements agressifs. Alors évidemment, ça ne couvre pas tous les cas d'agressivité des lapins, mais c'est un mécanisme qui crée un cercle vicieux et qui est quand même assez fréquent. Alors, votre lapin, c'est sûr, il n'utilise pas la communication vocale, mais il a de grandes oreilles pour vous entendre. Et il va vite comprendre que la voix, la communication vocale, c'est le mode de communication privilégié chez les humains. Donc, il ne faut pas hésiter à parler à son lapin. En fonction du ton de notre voix, on va lui donner des informations sur notre état émotionnel, notre état de fatigue par exemple, et ça lui donne un important point de repère euh, pour savoir comment interagir avec nous en fait. Et les lapins en fait repèrent aussi souvent, très rapidement des mots qu'on prononce et les associent à nos actions. Ils vont faire très très vite pour tout ce qui concerne la nourriture généralement. Donc dire des mots, par exemple, dire avant de partir notre destination, si on utilise toujours les mêmes termes, ça peut donner des indications au lapin sur la durée de notre absence, par exemple. Et puis, surtout dans une perspective de renforcement positif, il est important de féliciter vos lapins dès que vous en avez l'occasion, même pour des choses minimes. Il faut féliciter, féliciter et féliciter encore, même si ce n'est pas dans votre tempérament et même si ce n'est pas dans votre éducation. Parce que c'est la meilleure manière de lui faire comprendre ce que vous attendez de lui et que c'est 1000 fois plus efficace que de passer sa vie à dire non à son animal de compagnie. Et ça marche tellement bien qu'au fil du temps, on va voir le lapin réagir simplement avec certains mots qu'on va prononcer. Alors c'est sûr, moi j'ai des perroquets à la maison.
pour lesquels, en fait, la communication vocale, c'est essentiel, c'est indispensable. Et donc, j'ai pris l'habitude de parler à mes animaux. Mais mes lapins réagissent également à la communication vocale. Donc, mais eux, ils répondent en utilisant leur langage corporel. C'est un mode d'expression plus discret, mais c'est très efficace aussi quand on y est attentif. Et voilà, alors, dans la construction de la relation d'amitié, il y a bien entendu le fait de prendre conscience qu'un compagnon humain ne remplace jamais un compagnon lapin. C'est sûr, vos lapins ne peuvent pas pleinement communiquer sur le plan olfactif, auditif, visuel et du toucher. Euh, Avec un humain, ils ne peuvent le faire qu'avec un autre lapin. Et ils ne peuvent se sentir parfaitement compris que par un congénère de leur espèce. Donc les caresses d'un humain, ça ne remplace pas le toilettage, par exemple, d'un autre lapin. On ne peut pas véritablement construire une relation d'amitié équilibrée avec un lapin qui serait isolé de ses congénères, parce que en fait, la relation reposerait sur un peu la misère relationnelle et la frustration qu'entraîne l'absence de compagnon lapin. Ça se créerait en fait sur une dépendance, une contrainte. Donc, c'est sûr que toute l'affection qu'on a pour un lapin, elle peut être immense. Elle ne se comment dire? Elle ne nous transforme pas pour autant en compagnon lapin. Mais, on est, des compagnons humains et on a la volonté de développer une, relation d'amitié avec nos lapins. Donc, cette relation d'amitié, elle vient s'ajouter aux relations sociales qu'un lapin développe normalement au cours de sa vie, exactement comme pour nous finalement. Notre relation avec nos animaux de compagnie, en particulier avec nos lapins de compagnie, ça vient s'ajouter à notre vie sociale et familiale. De la même manière qu'on n'est pas toujours disponible pour nos lapins, parce qu'on a notre vie tout simplement, et bien, enfin, il faut aussi accepter que notre lapin ne soit pas nécessairement disponible au moment où nous on l'est, parce que soit il est en train de dormir, ou il est avec son compagnon lapin en train de manger ou de se toiletter. Donc il ne s'agit pas d'envahir la vie de nos lapins, de la même manière en fait qu'on n'envahirait pas la vie de nos amis humains. Alors, les cohabitations, puisque finalement, le moment décisif où il faut savoir trouver sa place et savoir d'une certaine manière y rester, c'est lors de l'établissement des cohabitations. Alors, l'association La Colline aux Lapins organise la mise en place des cohabitations pour les lapins de ces refuges, mais tout le monde n'a pas la chance d'habiter près d'une association qui propose ce type de service lors de l'adoption. Donc, malheureusement, il faut reconnaître qu'on a parfois des ressources insoupçonnées pour mettre en échec des cohabitations, les cohabitations de nos lapins de compagnie, en raison de notre stress, de nos appréhensions ou de nos interventions maladroites. Et tout ça, ça peut s'ajouter en plus à des erreurs purement matérielles, comme par exemple le choix d'un territoire neutre, le fait de choisir plutôt un mâle avec une femelle pour tenter la cohabitation, etc. Donc, Heu, pourquoi en venons-nous parfois à parasiter d'une certaine manière les rencontres entre nos 2 lapins? Bah, parce qu'on est très attaché à nos lapins et qu'on a peur qu'ils se fassent mal tout simplement ou pire d'une certaine manière qu'ils ne s'entendent pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi, ça marche souvent beaucoup mieux quand ce sont des tierces personnes, qui ne sont pas impliquées affectivement, qui s'occupent des cohabitations dès le départ. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le choix et qu'il faut organiser les choses soi-même? Dans quel état d'esprit il faut se mettre et quel rôle il faut jouer? Heu, A priori, il faut déjà, heu, il faut que les lapins sentent qu'on est confiant et enthousiaste parce qu'après tout, c'est nous qui avons, choisi les lapins, donc on a forcément pensé, à les choisir en se demandant si ça allait coller entre eux. Si on choisit un nouveau lapin en ne pensant qu'à soi, et qu'on oublie le lapin qui est déjà à la maison et qui est censé cohabiter avec, forcément, il y a plus de risques qu'il y ait des problèmes. Et puis, il faut aussi veiller à ne pas favoriser ou surprotéger le lapin qui vit déjà à la maison depuis longtemps, comme on l'a vu. Et quand les lapins se rencontrent, bah, il faut savoir se montrer discret, rester en retrait et laisser la relation entre les lapins se construire à leur manière de lapin, en intervenant en fait uniquement qu'en cas de risque de blessure. Bon, tout ça, c'est des classiques, hein. Enfin, c'est très banal de dire ça, mais il faut d'une certaine manière lâcher prise
et les laisser vivre leur vie sans être constamment sur leur dos, ce qui pourrait considérablement accroître les tensions entre les lapins. Donc voilà, mais il faut trouver cette place, un peu en retrait très rapidement. Parce que si on est omniprésent ou trop dans l'émotion au cours des rencontres, lors de l'établissement de la cohabitation, on risque en fait d'une certaine manière d'apprendre au lapin que son comportement avec son congénère, c'est un moyen très efficace pour, nous faire réagir, attirer notre attention, nous faire intervenir et du coup ça crée, quasiment un renforcement négatif à l'occasion, de l'établissement de la cohabitation qui peut nuire sur le long terme à la relation entre les lapins. Et ensuite, quand la cohabitation est établie, de la même manière, il faut laisser aux lapins suffisamment de liberté pour vivre leur vie de lapin. Si on est constamment en train d'interférer, alors je pense que c'est moins le cas quand les lapins sont en extérieur, mais quand ils sont à la maison en intérieur, c'est tentant parfois, si on est tout le temps sur leur dos en train d'interférer dans leur relation, parce qu'en fait, elles ne ressemblent pas à l'image qu'on se fait de ce que doit être une relation entre des lapins ou de ce qu'on a connu avec d'autres lapins précédemment. En fait, d'une certaine manière, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. À tout vouloir contrôler, on risque seulement en fait d'accroître les tensions entre les lapins. Et de fait, nos animaux de compagnie ne sont pas là pour nous servir à combler un manque affectif. Leur amitié, encore une fois, ça vient s'ajouter à notre vie sociale et affective et ça ne s'y substitue pas. Donc, ça vise à nous apporter quelque chose en plus et aussi à apporter quelque chose en plus au lapin. Alors, comme on l'a vu, il n'existe pas par nature de lapins qui seraient dominants, territoriaux. En fait, il s'agit que de comportements qui sont normaux et qui s'expriment ponctuellement avec d'autres lapins dans un contexte donné particulier. Et de la même manière, il n'y a pas de lapin agressif par nature. Il y a des lapins qui se montrent ponctuellement agressifs pour de bonnes raisons, ou des lapins qui ont progressivement appris à passer directement à l'agression avec les humains. Bon, alors, ceci dit, quand on a un lapin qui a appris à se montrer agressif, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on peut tenter d'identifier les situations dans lesquelles il se montre agressif. Est-ce que c'est quand, par exemple, vous mettez la main dans sa cabane, ou quand on entre dans son enclos, ou quand on le prend dans les bras? Ensuite, il faut voir ce qu'on peut améliorer dans son environnement. Donc, on revient toujours aux questions des basiques. Est-ce que, par exemple, on peut lui offrir une cabane avec davantage de sorties pour qu'il puisse partir s'il en a envie, ou un enclos plus grand? Est-ce que, par exemple, on peut changer son propre comportement? Par exemple, annoncer vocalement ce qu'on va faire pour ne pas surprendre le lapin, et le laisser avec ses pattes au sol, ne pas le prendre dans les bras. Et enfin, on peut utiliser le renforcement positif en le félicitant avec emphase dès qu'il progresse vers le comportement qu'on souhaite le voir faire, ou par exemple lui donner immédiatement une friandise. Et ça, c'est toujours un peu compliqué avec les friandises et le renforcement positif parce qu'il faut vraiment dégainer immédiatement. S'agissant des lapins distants, c'est un peu différent parce qu'en fait, un lapin n'est pas obligé d'être proche de vous, même si évidemment, ça fait partie de vos attentes légitimes quand vous l'adoptez. Ça dépend en partie de la socialisation quand il était jeune, mais ça peut être le problème, c'est que le passé, en fait, son histoire, ça peut être aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. Enfin, il peut avoir eu des relations avec des humains, mais qui ne sont pas du tout, positives. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que, heu, il y a rien d'irréversible, en la matière, quel que soit le passé et le vécu du lapin. Et que, on a un gros atout, c'est que quand on a déjà un lapin qui vit à la maison, il est notre meilleur allié, quand on adopte un nouveau lapin. Puisqu'en fait, par effet de mimétisme, il va faciliter, le rapprochement avec le nouveau, heu, quel que soit son vécu, hein. Et selon les lapins, voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps. Je pense que c'est vraiment un exercice de patience pour les lapins distants. Il faut, se mettre à la mesure, du lapin et du temps qui s'écoule pour lui. Donc il faut être aussi dans le respect des émotions du lapin et ne pas lui donner l'impression qu'on lui met la pression. Encore une fois, il faut être dans le respect du fait que chaque lapin a sa personnalité et tous les lapins ne sont pas des lapins pot de colle qui vont venir voler chez les mains. Il faut simplement l'accepter une bonne fois pour toutes. Et enfin, de manière plus anecdotique, je
je vous avais mis en bas la bouille de mon Hypatie, mais qui derrière sa petite tête d'ange, c'est pour rappeler que certains lapins sont très proches des humains, mais tellement proches qu'en fait, ils vont aussi vous exprimer, heu, aussi bien leur affection, en vous léchant, en étant en pot de colle et tout ça, en sautant sur vous, mais le revers de la médaille, ça va être aussi qu'ils vont être, sans filtre quand ils vont vouloir exprimer leur, contrariété ou leur mécontentement. Donc en fait, moi, Hypatie, avec son compagnon lapin, quand elle est contrariée, elle le mord. Eh bien, Hypatie, quand elle est contrariée, avec moi, elle, se retourne et elle me mord aussi directement sans sans prévenir. Donc voilà, tout ça pour dire que, là, j'avais repris la petite image où c'est un peu l'amour vache, mais qu'il existe plein de situations différentes. Et donc, au fil des années, bah, en fait, comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est la grosse détente. Les lapins sont très casaniers, ils apprécient la routine, hein, donc rien ne leur plaira davantage que le train-train quotidien sans émotion forte. Et c'est dans la répétition du quotidien, que, bah, l'amitié qu'on a construite avec ces lapins va s'épanouir. On va voir en fait le lapin, acquérir une véritable culture maison, qui va lui permettre de s'adapter parfaitement à son environnement, qui est notre maison, enfin voilà, notre chez nous. Il va reconnaître par cœur, par exemple, les bruits de pas qu'on fait, l'odeur qu'on a quand on se prépare le matin pour aller travailler, le bruit de la porte du frigo, un grand classique, le bruit qu'on fait quand on nettoie la verdure dans l'évier, le bruit de la clé dans la porte d'entrée, enfin tout plein de petites choses comme ça, le ton de notre voix quand on est fatigué ou quand on est stressé. Et tout ça, en fait, hem, ils vont, voilà, ils vont construire une certaine culture maison qui vont pouvoir aussi se transmettre entre eux, et c'est ce qui va faire en fait toute l'originalité, l'adaptation, qu'ils auront par rapport à votre chez vous. Donc les lapins, on l'a vu, c'est des animaux grégaires, ils ont parfaitement conscience de leur groupe d'appartenance. Hein, dans le premier cercle, c'est leurs compagnons lapins, le deuxième cercle, c'est les compagnons humains et les autres animaux qui vivent à la maison. Et la règle d'or des espèces grégaires, c'est qu'on ne doit jamais développer un comportement qui va nuire à l'ensemble du groupe. Parce que sinon, dans la nature, les lapins, ils vont être exclus du groupe s'ils sont une trop grande nuisance. Et donc, parallèlement à ça, il y a une solidarité de groupe qui tend à être renforcée en fait par bah, à la maison l'absence de compétition sexuelle ou alimentaire entre les lapins de compagnie. Et donc, bah, en dehors de leur groupe de congénères, l'intérêt des lapins, ça va naturellement se porter d'abord sur les humains qui s'occupent d'eux et veulent construire une relation d'amitié avec eux. Mais au fil du temps, plus ou moins rapidement, hein, selon les lapins, ça va s'étendre à d'autres animaux qui vivent à la maison et qui cherchent à interagir avec eux. Et c'est ainsi qu'on bah, va avoir finalement un certain esprit de groupe entre les différents animaux de la maison. Donc on connaît tous, ouais, et avec les humains bien sûr. Donc, je dois dire que moi, à la maison, comme j'ai 2 espèces qui sont des proies grégaires, des perroquets et des lapins, ça fonctionne très, très bien et par exemple, ils sont très sensibles à tout ce qui est les signaux, d'alerte, hein, que ce soit pour les perroquets, les cris ou pour du côté des lapins, un lapin qui tape de la patte, tout de suite, les perroquets vont avoir l'attention, très attirée. Et enfin, bah, les années passent et nos lapins vieillissent et il leur arrive de développer des maladies plus sérieuses, ou des maladies chroniques et ça nécessite parfois des adaptations de leur environnement, et aussi, de l'entretien de cet environnement et ça suppose également de faire des soins à la maison en suivant les instructions du vétérinaire, bien entendu. Ça peut être une épreuve sur le plan affectif parce que quand les soins sont lourds ou durent longtemps, bah, c'est assez éprouvant. Hem Servir d'infirmière à domicile, pour des animaux auxquels on est attaché, enfin, ça n'a absolument rien de naturel, hein. Mais un lapin, enfin, sera toujours mieux pour se rétablir dans son environnement habituel, évidemment, dès que l'appareillage ou les médicaments dont il a besoin, le permettent. Heu, c'est vrai que lors de l'hospitalisation, les lapins peuvent perdre inutilement de l'énergie en stressant ou en se forçant à rester en hypervigilance, par rapport, à un environnement qui leur est inhabituel avec des odeurs, des sons, des personnes inconnues et d'autres animaux à côté qui sont eux-mêmes en difficulté. Donc, d'où l'utilité d'avoir les animaux chez soi pour les convalescences et ou tout simplement, enfin, dès que le vétérinaire, bien sûr, l'autorise et
Certaines cliniques permettent d'accueillir le compagnon lapin pendant des hospitalisations, mais bien sûr, après, c'est un bilan coût-bénéfice à faire avec son vétérinaire au cas par cas. Donc, soigner son lapin sur la durée, l'aider à rester propre quand il y a des problèmes d'incontinence, tout ça, ça nécessite parfois de l'immobiliser et de le contraindre. Et finalement, ça vient à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure sur la manière de l'approcher, et cetera. Mmh, pour les gestes les plus simples, bah, comme la seringue, enfin donner une seringue avec un médicament, ou effectuer un contrôle visuel, je pense qu'on peut utiliser le medical training, ça marche bien. Mais, d'ailleurs Lynn en avait parlé, il me semble, lors de la première séance. Heu mais parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on doit faire des gestes contraignants, donner des médicaments qui sont extrêmement, mauvais, enfin, que les lapins ne veulent pas avaler. On doit parfois nettoyer des endroits, pour lesquels le réflexe de retrait des lapins va être extrêmement fort. Heu, donc voilà, quand on a eu le temps, ce qui est rassurant, c'est que quand on a eu le temps de construire une relation d'amitié avec ces lapins sur la durée, ces gestes de soins ne vont pas entamer la relation de confiance. Parce que contrairement à un vétérinaire ou à un soigneur, par exemple, de parc zoologique, nous, on construit, une relation sur la durée, dans la très grande proximité avec nos lapins. Je pense d'ailleurs qu'ils sont tout à fait capables, nos lapins, de sentir que nous les soignons par nécessité, d'une certaine manière un peu forcés et contraints, heu et de voilà, quand ils nous connaissent bien et de finalement de l'accepter davantage. Et je trouve au contraire que le nursing, tous ces soins qu'on va faire à nos lapins, ça va souvent renforcer les liens avec eux parce que ça va nous amener à passer davantage de temps au quotidien en contact direct avec eux et à les câliner pour les rassurer, les détendre bien sûr avant, après les soins. Et ces moments, c'était pour vous dire aussi que ça vaut pleinement, la peine d'être vécu et ça fait partie de l'histoire d'amitié qu'on a avec nos animaux de compagnie parce que ce sont souvent des moments extrêmement forts qu'on partage avec eux. Et c'est aussi des moments qui peuvent faire bouger, des lignes dans la relation d'amitié. On peut avoir un lapin distant qui progressivement va devenir très proche de nous à cause des soins. Ou ça peut être aussi le compagnon d'un lapin qu'on accompagne qui va avoir comme un déclic, et qui va progressivement, au fil des soins de son compagnon, se rapprocher de nous. Donc, parce que comme s'il se rendait compte qu'on aidait son copain. Donc, c'est d'ailleurs un des aspects un peu durs de l'accompagnement, des lapins, sur, une longue maladie ou, pour des soins palliatifs, c'est qu'en fait, on va consacrer plus de temps, on va se rapprocher davantage encore et de ce fait, le jour où il va partir, bah, il va laisser un vide encore plus grand, ne serait-ce que par le temps qu'on lui consacrait chaque jour. Mais enfin, en tout cas, personnellement, je ne l'ai jamais regretté. Et donc voilà, je termine, je suis très en retard. En tout simplement en citant, cette phrase d'Aristote par laquelle j'avais commencé en essayant de définir l'amitié. Heu, de même que nous regardons dans un miroir quand nous voulons voir notre visage, de même, quand nous voulons apprendre à nous connaître, c'est en tournant nos regards vers notre ami que nous pourrions nous découvrir, puisqu'un ami est un autre soi-même. Et voilà, c'était pour ouvrir en fait cette discussion parce que partager une belle amitié avec nos lapins, c'est aussi apprendre à mieux se connaître nous-mêmes en fait. C'est également apprendre à mieux connaître nos propres réactions et comportements dans la construction de cette amitié qui nécessite notamment de la volonté, du respect, de la patience et des connaissances. C'est aussi mieux se connaître dans la relation à l'altérité avec une autre espèce, un être vivant qui est différent mais qui partage beaucoup de choses avec nous sur le plan biologique comme de la vie quotidienne. C'est découvrir un autre soi-même en quelque sorte qui permet de dépasser un certain anthropocentrisme. Et c'est aussi apprendre à mieux se connaître dans le regard que nos lapins posent sur nous et à travers le comportement qu'ils ont avec nous qui est en fait une fenêtre sur ce qu'ils pensent de nous. Et nos lapins nous tendent un miroir parce qu'ils sont en interaction avec nous. Et enfin, c'est apprendre à mieux connaître notre propre espèce parce que nos lapins peuvent aussi nous rendre plus attentifs à certaines modalités d'expression plus discrètes ou silencieuses et apercevoir finalement le monde autrement en mobilisant davantage nos différents sens. Voilà, je vous mets la petite diapositive pour soutenir l'association La Colline au Lapin. Je reviendrai dessus après, hein, Elena.
Et là, c'est juste pour en venir à vos questions. Déjà, Rebecca, merci beaucoup. Moi, j'applaudis haut et fort parce que c'était vraiment super intéressant. Je te remercie pour tes partages d'expériences, des connaissances que, pour ce qui me concerne, c'est hyper enrichissant. Et puis, j'ai déjà quelques questions qui sont dans les chats. Alors, bonsoir. Est-ce que la compagnie d'une autre espèce, en l'occurrence chat, peut faire du bien à un lapin seul, qui ne s'entend plus avec son frère? Alors, Voilà, j'aurais presque envie de te laisser répondre. alors la personne, elle donne aussi un complément dans sa question. Je dis, j'ai bien entendu qu'un lapin n'était compris que par un autre compagnon, mais concernant sa relation avec d'autres espèces, peuvent-elles compenser dans son bien-être? Compenser, non, parce qu'en fait, la base du lapin, comment dire, être un lapin, c'est vivre avec d'autres lapins. Voilà, je ne sais pas comment dire ça autrement. Il a besoin, pour être un lapin, d'être avec des congénères. Disons qu'un chat ou chez moi les perroquets, ça va enrichir l'environnement, ça va être d'autres animaux qui interagissent, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a besoin de congénères parce qu'il est entièrement adapté, il a évolué pour vivre avec des compagnons de son espèce. C'est un lapin isolé, ça n'a pas d'espérance, si je puis dire, une faible espérance de vie et il ne correspond pas en fait au comportement de son espèce. Solène, ça va comme réponse? Ça vous parle? Si jamais vous me mettez un petit commentaire dans les chats. On a une autre question qui est intéressante. Bonjour, je suis en train de créer ma pension Bulbi et compagnie pour lapins. Ils seront séparés dans des enclos sans possibilité de se toucher. Peut-on, lorsqu'ils sont en confiance et évidemment vaccinés, stérilisés, les laisser se voir, se toucher, éventuellement jouer ensemble? Ou est-ce qu'à proscrire complètement? Autre question. Le mien est le roi de la maison, il va partout. Faut-il laisser venir voir les enclos, sentir, ou faut-il l'en éloigner? Y a-t-il un risque qu'il s'attache ou qu'il soit par la suite malheureux lors de leur départ, ou est-ce bénéfique de voir plusieurs lapins? En fait, peut-il comprendre la conception des lapins à la maison qui viennent et repartent? Encore une fois, ce n'est pas une configuration qui est très... parce que normalement, un lapin, sauf les jeunes qui peuvent changer de groupe, bouger, mais une fois qu'il est dans sa garenne, il y passe toute sa vie. Donc, il y a une grande stabilité des groupes. Alors, sur les lapins qui sont en pension, je pense que, vaut mieux d'une certaine manière les séparer parce que après, c'est un risque pour aussi bien pour les maladies que pour, les propriétaires, je pense, veulent récupérer leur lapin en un seul morceau aussi, si jamais le lapin en question croisait d'autres lapins avec lesquels il y aurait des conflits. Après, il y a aussi de savoir si ces lapins sont stérilisés. Il n'y a pas aussi que les problèmes de transmission de maladie, mais de manière générale, il me semble que dans les pensions, on ne fait pas se rencontrer. Je crois que vous faites aussi très attention à ces aspects sanitaires. Pour le lapin de la maison, je pense que d'une certaine manière, il va voir arriver sur son territoire tout plein de lapins. Donc après, ça va dépendre de son comportement, hein, mais je pense qu'il y a un risque de créer de l'agressivité inutilement. Tout dépend énormément de la configuration des lieux. C'est difficile d'imaginer en quelques lignes, hein, mais je te laisse peut-être répondre. Alors, l'idée, alors, je peux imaginer, hein, parce qu'on a au refuge, on a des enclos qui sont dans un même espace, mais ils sont quand même séparés. Donc, on a quand même des turnus, au fait, des animaux qui viennent, qui arrivent régulièrement. Alors, on remarque bien que quand il y en a un qui sort de son enclos pour aller voir les autres, il y a des comportements d'agressivité qui se déclenchent chez ceux qui sont enfermés. Donc, ils commencent à se battre entre eux. Donc, ça génère plutôt du stress et de l'agressivité que, je dirais,
de l'interaction positive. Donc, mon conseil est, si vous faites une pension, voilà, de garder vos lapins séparés quand même des lapins qui arrivent, qui sont en vacances, et puis de proposer aussi éventuellement des... Alors, au début, nous, on avait les enclos du refuge qui étaient collés l'un à l'autre, et puis pour éviter cette montée d'agressivité, on avait mis une séparation visuelle entre les enclos. Et maintenant, on a réduit le nombre d'enclos, donc on a juste créé une séparation entre les enclos qui est, je dirais, il y a une petite distance, et ça va. Donc, ça permet aussi aux lapins qui éventuellement seraient seuls dans un enclos de se voir, de se sentir, de communiquer, mais pas de développer des comportements d'agressivité. Par contre, si votre petit roi à la maison, il est tout seul, pourquoi pas lui proposer une copine ou un copain, ça dépend de son sexe. Et puis, on a encore une question. Merci beaucoup pour cette conférence super intéressante. Juste une petite question liée à la maladie. Est-ce que le fait de donner des médicaments à un lapin qui ne nous connaît pas bien, que depuis quelques semaines, peut poser des problèmes pour la relation future humain-lapin? Se peut-il qu'ils perdent confiance en nous? Alors, j'ai connu ça d'ailleurs avec un de mes lapins, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a rien d'irréversible, hein, parce qu'en fait, ça, encore une fois, ça se construit, la relation d'amitié, ça se construit sur la durée. Donc, c'est sûr que ça va donner des expériences désagréables, de contraintes, etc. au départ, parce que parfois, on n'a pas le choix, on ne peut pas tout faire par renforcement positif. Mais de toute façon, les soins, il faut les faire, quoi. Parce qu'on en revient en fait aux premières diapositives sur la construction de la relation, c'est qu'il faut d'abord s'assurer que les éléments de base du bien-être du lapin soient assurés. Et après, là-dessus, on construit la relation. Et la base, c'est aussi que le lapin soit en bonne santé. Donc, évidemment, il est malade, on le soigne. Après, encore une fois, on peut essayer de trouver, faut toujours, c'est pour ça que j'ai pas souvent des solutions clés en main, c'est plus, il faut essayer d'imaginer, de voir en fonction de chaque lapin individuellement, de trouver des solutions, de s'adapter en fait, parce qu'en fonction des soins, en fonction de son caractère, il va plus ou moins bien, enfin plus ou moins apprécier ou plus ou moins détester certaines choses, et s'adapter au fil de l'eau, essayer de réfléchir, d'imaginer des solutions toujours, pour que ça se passe le mieux possible et qu'il ne garde pas trop de mauvais souvenirs, on va dire, de son arrivée à cause des soins. Alors, il y a encore une question. Est-ce que mon lapin qui n'est pas câlin depuis que je l'ai, 2 mois, peut le devenir par la suite avec persévérance en prenant en compte vos conseils comme se mettre le plus souvent possible à terre avec lui? Et puis, merci pour la conférence, c'était top. Oui, enfin, c'est 2 mois, hein, c'est ça, il est tout jeune, donc évidemment, son caractère va encore se construire d'une certaine manière. Bon, les lapins grandissent très vite, hein, mais et vous allez encore après connaître les délices de la phase d'adolescence de votre lapin, qui parfois est assez mouvementée jusqu'à la stérilisation. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont bouger dans son comportement, dans ses réactions. Il n'y a rien de figé pour le moment. Et franchement, ça commence à devenir un peu, si je puis dire, bien stabilisé autour de 1 an. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Elena, mais c'est vrai qu'il y a du temps. Ils sont tout fous quand ils sont jeunes, et il faut laisser du temps au temps d'une certaine manière et construire tout en s'adaptant aux multiples changements hormonaux qui interviennent au cours des premiers mois et qui peuvent être parfois, selon les lapins, très sportifs. Après, d'après mon expérience, il y a aussi des lapins, comme on dit, ils ont un caractère qu'on ne pourra jamais modeler comme nous, on l'aimerait, mais la richesse au fait, de la relation fait que finalement, on les laisse être comme ils pensent être, comme ils sont, comme ils veulent, et puis c'est un petit peu à nous de s'adapter. Tout à fait. Et Bah, puis, c'est très relatif parce qu'en fait, on va avoir des attentes qui sont très différentes en fait déjà de nous à la base. Donc,
ce qui va être génial pour l'un va être complètement insuffisant pour l'autre. Donc en fait, c'est la rencontre des deux, parce que c'est pas seulement le comportement du lapin. L'aspect distant va être ressenti différemment. En fait, ça va être des comportements différents de lapins différents, mais en fonction de la personne qui le reçoit, elle va pas le recevoir de la même manière. Donc il faut aussi toujours essayer de revoir nos propres attentes, notre perception des choses, toujours se dire qu'il faut voir ce qui est voulu, et parce qu'il y a toujours, malgré tout, après, mais c'est pas de la pâte à modeler, un lapin, c'est un être vivant qui a sa personnalité, qui est intelligent comme on l'a vu, donc on n'en fait pas une chose telle qu'on l'avait imaginé. C'est dans le respect, encore une fois, qu'on construit la relation. Et c'est bien aussi de ce point de vue d'avoir plusieurs lapins, parce que quand on en a deux, quand on a un couple, parce que ce que l'un ne va pas forcément vous offrir, vous pouvez éventuellement le trouver chez l'autre. Il y a une espèce de jeu, et ça peut aussi faire bouger les lignes chez l'un des deux. Donc je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est... On ne peut pas changer un lapin complètement, c'est impossible. Mais on peut changer notre regard sur ce lapin, et on peut l'amener à évoluer au fil du temps, quand même en s'appuyant sur les relations qu'il a avec ses compagnons lapins. Enfin, je crois beaucoup en fait à l'effet de mimétisme et à la confiance qui se crée en passant aussi par les autres lapins qui vivent chez nous. Alors, on a encore une question. Bonjour, quand j'arrive vers eux, mes lapins se précipitent vers moi, par exemple la nuit. Mais je ne sais pas si c'est de l'amitié ou si c'est qu'ils veulent manger et une friandise. J'ai l'impression qu'ils réclament tout le temps. On en est tous là. C'est bien normal. C'est des gros gourmands, enfin pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui sont des gros gourmands. C'est un atout, hein, d'ailleurs, quand on veut faire du renforcement positif, les lapins sont très gourmands. Mais non, mais il y a des traditions, je sais pas comment dire, mais il y a des habitudes. Au début, ça peut être par gourmandise, mais on voit aussi qu'il y a un espèce aussi d'effet de répétition qui fait que les lapins, c'est comme si c'était une excitation auto-entretenue. Ça y est, elle arrive avec soit de la nourriture, soit quelque chose. En tout cas, elle a forcément quelque chose à nous donner. Et puis, c'est aussi en fait en fonction, plus vous diversifiez les interactions, parce que si vous avez des interactions qui sont très focalisées sur le fait d'apporter la nourriture et tout, ils vont être beaucoup dans l'attente et la réaction par rapport à ces interactions-là habituelles. Si vous allez les voir pour d'autres choses, encore une fois, le but, c'est pas de passer sa vie avec ces lapins, mais c'est d'avoir des moments qui sont, où on leur consacre pleinement de l'attention, où on est pleinement avec eux, et on a des interactions variées et riches, en fait. Plus que finalement, je pense, la durée du temps qu'on passe avec eux, c'est cette richesse des interactions et sa diversité qui fait que on va avoir aussi en retour une diversité de réactions et d'interactions. Ils vont venir vers nous pour différentes choses aussi. Alors, on a encore une question. Ma petite dernière dort dans une chambre à part et est libérée le matin pour manger. Elle tape presque toujours de la pâte en sortant. Est-ce pour annoncer son arrivée dans l'arène ou pour manifester son mécontentement d'avoir dormi à part? Cela étant dit, elle va volontiers dans sa chambre le soir. Si elle va volontiers dans sa chambre, apparemment, ça va. Il y a beaucoup d'animaux qui aiment bien, surtout quand c'est des proies, se mettre en retrait et se sentir à l'abri pour dormir. Alors c'est vrai que la nuit, les lapins ne dorment pas forcément, hein, ils sont quand même assez actifs aussi. Mais après, c'est des habitudes, hein. C'est vrai que taper de la pâte, c'est généralement quand même pour soit exprimer un danger, mais là, de toute évidence, c'est pas le cas, ou de l'énervement, de l'agacement. Donc, je ne sais pas. Après, c'est peut-être parce qu'il croise d'autres odeurs en sortant de la pièce qui ne lui plaisent pas. Parfois, c'est assez difficile à déceler, en quelques mots, pardon. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions pour Becca? Alors, si ce n'est pas le cas, alors vous savez que vous pouvez toujours éventuellement demander aussi les PDF de la présentation et puis le lien pour revoir la conférence sur YouTube. Donc, il suffit d'écrire information@lacollineaulapin.info et puis on va envoyer tout ça. Puis si vous avez aussi des questions qui éventuellement vous viendrez à l'esprit après la conférence et puis voilà, donc vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez toujours nous contacter et puis on fera vraiment au mieux pour vous répondre. Elena, oui?
J'enverrai de toute manière le lien pour Oui. voir la conférence ainsi que Oui. le PDF Ah, super, à tous super, les participants. super. Et merci beaucoup à vous toutes et tous pour la participation. Puis on espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine. Alors, on aura encore une date. Alors, ce sera notre vétérinaire, Lynn Gensch, qui va nous proposer une conférence le 17 juin et ce sera sur l'alimentation du lapin. Vous aurez toutes les informations, bien entendu, par email et par les réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et puis encore un immense merci à Becca pour nous avoir plongé dans cet univers des relations avec ces lapins. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.